La nationalité ivoirienne, une question au cœur du débat économique, social et surtout politique. Première partie. Chers auditeurs, sans être un oiseau de mauvais augure, Chris Yapi veut, une fois encore, attirer l'attention de tous sur les dangers qui guettent les Ivoiriens, alors que dans leur insouciance, ils le sous-estiment. De quoi s'agit-il? Chris Yapi revient à nouveau sur la question de la nationalité ivoirienne. En effet, chers auditeurs, depuis plusieurs années maintenant, cette question est au cœur du débat économique, social et surtout politique. Le passeport est plus facile à obtenir. Le passeport est plus facile. Tout le monde est complice. Mais quand il y a pas de il y a tout, agression, tout. Oui, ce sont les Ivoiriens. Tous, ce sont les Ivoiriens. Tous, ce sont les Ivoiriens. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Je sais qu'à la longue, là, beaucoup de pays vont interdire le passeport ivoirien. Où ça va là? Tu peux comprendre que tout le monde a le passeport ivoirien, quand il s'agit de faire les bêtises, tout le monde. Et c'est ce qui me choque, ce qui me pousse même à faire une vidéo même. C'est que je connaissais un gars qui était venu ici. Il a obtenu le passeport ivoirien, lui, ses amis, ses frères, sans avoir été en Côte d'Ivoire. Je répète, il n'a pas été en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été en Côte d'Ivoire. Mais ils sont restés ici pour obtenir le passeport. Ceux-là, ils ont voyagé en tant qu'Ivoiriens. Ils se sont déclarés en France en tant qu'Ivoiriens. Mais ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui en Europe, en train de faire des vidéos pour dénigrer les Ivoiriens. Dit que oui, les Ivoiriens sont comme ici, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est un pays vendu. Et les Ivoiriens crient partout qu'ils sont émergents pourtant. Et ils sont les premiers demandeurs d'asile en France. Regardez-moi les choses comme ça. Qui leur donne le passeport, on ne sait pas. Maintenant, ceux aussi qui vont en Côte d'Ivoire pour obtenir le passeport. J'ai eu à échanger avec certaines personnes qui m'ont dit qu'il y a une dame avec un monsieur qui sont à Bobo ou à Niamey, c'est pas là. Que c'est ceux-là qui s'occupent de ça. Que tu vas, tu fais une semaine, ça dit tu fais une semaine pour obtenir tous ces papiers-là. Tu payes 250 000 ou 300 000, je ne sais pas, et tu loges tout. Une semaine pour obtenir tous tes papiers. On fait l'acte de naissance pour toi, on fait l'attestation d'identité, suivi du passeport. Donc c'est ceux-là qui prennent le passeport là, venir ici, venir foutre la rue, non seulement dans le Maghreb, aller en France encore se déclarer en tant qu'Ivoirien. Je ne dis pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont Ivoiriens. Mais ce ne sont pas que des Ivoiriens, ce ne sont pas que des Ivoiriens. Ça, la première fois que je suis ici, je connais comment ça se passe. Ceux aussi qui savent là, vont confirmer ça en commentaire. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui font ça. Beaucoup de pays qui dans la sous-région, ils se font enrôler en tant qu'Ivoiriens pour venir ici. Et ils viennent ici encore là. C'est pas qu'ils viennent rester tranquilles. Ils viennent pour monter les gangs, les règlements de comptes, des agressions, tout. Et toujours c'est les Ivoiriens qu'on accuse. Avant pour obtenir pour avoir un appartement ici là, c'était très facile avant. En tant qu'Ivoirien, c'était très facile. Mais aujourd'hui, là, quand tu veux un appartement, pour ceux qui sont sincères, vont te dire la vérité. Mais vous, les Ivoiriens, avant, vous considérez, vous étiez bien, vous n'avez pas eu de problème avec les gens, tout. Mais aujourd'hui, là, tout c'est Ivoirien. Donc, pour avoir un appartement ici avec un passeport ivoirien, c'est devenu compliqué. Si avant, ça passait facilement, aujourd'hui, là, c'est devenu compliqué. Tout, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est là qui distribue le passeport, là. La nationalité aux gens, ça a une marge à faire. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités même. Et ils doivent mettre fin à ça. Parce que bientôt, là, les gens auront peur de venir investir en Côte d'Ivoire. Si partout dans tous les pays, les plaintes arrivent, on Ivoirien. Les gens vont avoir peur de venir investir en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi ils parlent. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Le passeport ivoirien est en train de se gâter. Donc là, penchez-vous sur cette affaire-là. Tout d'abord, la question économique. Le volet économique de la question sur la nationalité porte sur l'occupation des terres cultivables. C'est triste à dire, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sous le fallacieux prétexte que la terre appartient à celui qui la met en valeur, de nombreux peuples ivoiriens se sont vus spoliés de leurs terres au profit de ressortissants de pays de la sous-région. Quel est le salaire de vos manœuvres? Un abatteur est payé jusqu'à 200 francs par jour, nourri, logé. C'est le salaire syndical? C'est beaucoup plus que le salaire syndical. Qui est de combien? Qui doit être de 168 francs, quelque chose comme ça. Vous êtes chef de chantier maintenant? De quoi vous je occupez-vous exactement? suis chef de chantier, ouais. On fait tout. Prospection, les routes, l'abattage, on tronçonne, on expédie, on fait les chargements sur les camions. Faites les routes? On fait les routes aussi, ouais. Quand vous quittez un chantier, les routes restent? Ah, les routes, elles la restent. Propriété de l'État, là? Propriété de l'État. Mais comme elles ne sont pas entretenues, c'est fini.
Pourquoi ça a été entretenu? Personne ne veut s'en occuper, ça les intéresse pas. Les gens du pays, ça les intéresse pas? Ils n'ont pas de voiture, les gens du pays. Alors, ils s'en occupent pas. Ils laissent les ponts, tout ça, ils font pas un pont. Les gens du pays, précisément, ne travaillent pas pour vous, je crois. Non, on n'est pas spécialement aidés par eux, quoi. Mais vos manœuvres viennent d'où, alors? Alors, tous les manœuvres, ils viennent en principe, pour la plupart, de Haute-Volta, quoi. C'est tout des gens du Nord. Des Mossi? Des Mossi. Pourquoi les Ivoiriens, ça les intéresse pas de travailler dans la forêt? Bon, oui. Non, c'est pas une nature à travailler comme ça, quoi. Les gars, ils pas. mangent ici, tout pousse. Non, l'arbre à lait n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. Ce qui coule dans ce pot, c'est le latex, vulgairement appelé caoutchouc, et ces arbres sont des EVA. Diversifier les cultures, faire autre chose que du café et du cacao, c'est le mot d'ordre en Côte d'Ivoire. Aussi, deux importantes sociétés françaises fortes de l'expérience acquise en Indochine ont défriché des milliers d'hectares de savane pour y planter des EVA venus d'Indochine par avion. Cet exemple pourra-t-il être suivi? Existera-t-il un jour une EVA-culture africaine? Certainement pas au niveau de l'exploitation individuelle ou familiale. Car, pour que ces EVA d'1 an produisent du latex, il faudra attendre 7 ans. 7 ans de patience, c'est beaucoup, même pour la légendaire patience de l'Africain. Une petite ville de Brousse, à 200 km d'Abidjan. Cela s'appelait autrefois une subdivision. Depuis l'indépendance, ça s'appelle une sous-préfecture. Il y a maintenant en Côte d'Ivoire 100 sous-préfets pareils à M. Saïtagro. Son aspect sympathique et aussi peu officiel que possible m'autorise à lui poser une question peut-être indiscrète. Au cours de ce voyage, j'ai partout entendu dire aux employeurs, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, qu'ils préféraient employer des manœuvres étrangers, essentiellement des voltaïques. Est-ce que cela voudrait dire que les Ivoiriens n'ont pas de goût pour les durs travaux? Sur cette question, je voulais vous dire tout de suite que ce n'est pas parce que l'Ivoirien n'a pas de goût pour les gros travaux, mais l'Ivoirien ne peut pas, étant donné que l'Ivoirien lui-même a ses propriétés, il lui est difficile de s'attacher résolument à un travail, soit par exemple sur la plantation d'un Européen, alors que sa propre plantation à lui a besoin d'être entretenue de temps en temps. Vous représentez le gouvernement central. Oui. Je pense que comme ailleurs en Côte d'Ivoire, il existe des chefs traditionnels, des chefs coutumiers qui n'ont pas renoncé à leurs prérogatives. Ah oui, exactement. Et à Tiasalé, il en est de même où le système matriarcal existe encore et les chefs, d'avance on connaît qui sera chef demain. C'est ça. De sorte que la question de chefferie est encore sa puissance sur la population ici. Cependant, là où la question est la plus grave, c'est qu'aujourd'hui, avec le régime d'Alassane Ouattara, alias le chameau super dribbleur, adepte de 3e mandat, ces ressortissants étrangers sont devenus ivoiriens sans aucun décret de naturalisation. De ce fait, ils revendiquent maintenant les terres ivoiriennes qui leur ont été prêtées ou louées comme étant leur propriété. Régulièrement, ces ressortissants étrangers chassent et pourchassent les autochtones lors de conflits fonciers. Ce sont eux maintenant les maîtres de nos terres, et cela grâce à la nationalité frauduleusement acquise par corruption. Là, ton terrain là, s'il est de bonne foi. Mais bonne foi là, qui va apprécier? Et puis on apprécie bonne foi de quelqu'un comment? Surtout que la façon dont les certificats fonciers sont délivrés, c'est de façon publique. On vous rappelle les villageois, on convoque les comités de gestion, on dit bon, telle terre appartient à la famille de Djisseri, telle autre appartient à Lida Kwasi, ainsi de suite, et on fait la séparation des choses. Mais bonne foi là, quelqu'un qui dit occupe le territoire, quelqu'un de bonne foi, ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous voyons tous à l'ouest. Et c'est ce que les gens veulent faire chez nous au nord et qui envoie tous les problèmes là. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas droit à la terre, conformément à la loi de 98, on leur fait quoi? Par des subtilités comme ça. Parce que cette phrase-là, moi je l'ai lu, j'ai dit bon, peut-être moi, je ne suis pas allé trop loin à l'école, j'ai appelé un professeur d'université, je lui ai dit bon, toi tu es allé à l'école, tu es agrégé, il faut me lire ça, ça veut dire quoi? Bon, je me suis rendu compte qu'il comprend la chose de la même façon que moi. Je me suis dit non, c'est pas moi qui suis bête. Ça, c'est des stratégies. Autre élément, c'est que la réforme de 2019, elle a retiré, avant toute la procédure était régie par la loi.
Donc, débat législatif. Si on doit modifier, il faut renvoyer le débat à l'Assemblée pour qu'il y ait... Non, ils ont buffé l'article... quoi, c'est le même article 12, 26. Maintenant, ils ont dit, toutes ces procédures-là, ça se décrit maintenant en décret pris en Conseil des ministres. C'est-à-dire, c'est le président et son gouvernement qui décident maintenant de savoir comment on va peut-être disposer des terres en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement ne peut pas. Après les élections de 2020, là, quelle légitimité eux ils ont après une élection contestée comme ça pour parler des terres et arracher cette compétence à l'Assemblée nationale, la description de la procédure, pour que ça devienne une affaire personnelle pour eux. Alors qu'ils n'ont aucune légitimité, et il faut le dire, oui, il faut. Avec moins de 10% d'électeurs qui t'ont élu président du gouvernement, quelle légitimité tu as pour parler au nom des populations? La seule institution qui a compétence pour parler, c'est l'Assemblée. Non, on vide donc l'Assemblée, cette compétence de l'article 98, et on envoie ça à l'exécutif, qui lui-même souffre d'une légitimité congénitale. On ne peut pas accepter ça. Il s'agit de la vie des gens. Et surtout qu'il touche à une affaire qui est sensible, qui est le droit foncier, le droit coutumier. Chers amis, depuis 1906, en Côte d'Ivoire, les gens sont arrivés pour nous coloniser et ils ont créé un monstre. Moi, j'ai été directeur de cadastre, un ancien directeur de cadastre qui est également ici. Tout bon, ils ont créé le système de l'immatriculation, mais qui correspondait à l'ambition coloniale. Parce que toute colonisation est d'abord l'accaparement des terres, l'appropriation des terres. Or, en droit français, pour tenir compte de celui qui nous a colonisé, la terre, on est propriétaire par la coutume. On n'est pas propriétaire par autre chose. Ils ont changé le nom seulement, ils appellent ça usucapion. Ou bien prescription acquisitive. Ça veut dire que quoi? Que celui qui occupe une terre pendant 30 ans, de façon paisible, ainsi de suite, il est déclaré comment on appelle, propriétaire. Mais c'est la même chose que le paysan de Guézon, propriétaire foncier. Lui, c'est pas 30 ans, c'est des siècles à ça. Et comme ils savaient qu'en arrivant, en appliquant une telle disposition, ils n'auraient pas de terre, ils ont créé l'immatriculation. Donc, aujourd'hui, depuis plus d'un siècle, et même au-delà, les droits coutumiers ont fini par s'imposer. Puisque l'immatriculation, quand on fait le point aujourd'hui de ceux qui ont pu faire effectivement les titres, il n'y en a pas beaucoup. Et l'un des cafouillages dans lesquels on se trouve dans notre pays, que tous les juristes et les techniciens de la matière le connaissent, c'est cette multitude de normes juridiques. Vous avez le code civil, vous avez l'OADA, vous avez l'immatriculation, qui combattent les droits coutumiers. Mais les droits coutumiers, là, et ils ne meurent pas. Pour reprendre l'expression du professeur Kobo, on les a crucifiés, mais ils sont ressuscités, comme le Christ. C'est l'expression du professeur Kobo, notre maître. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure sociale qui existe. Qui fait que moi, malgré mes alliances avec les Ouai, avec les Kourou, les Koulangou, je ne peux pas me permettre d'aller et puis me réclamer propriétaire foncier à Blolequin. Ils vont me manger. Au propre comme figuré. Vraiment, je fais ça. Vous comprenez? Mais c'est la réalité. Donc, on a importé ici cette loi. Et les colons eux-mêmes vont se rendre compte en 1955 qu'ils ont tout fait, mais les droits qui restent là, ce sont les droits coutumiers qui existent. Donc, ils prennent un décret, le décret financier-580 du 23 mars 1955 pour légiférer sur
Vous dites, bon, on reconnaît maintenant les terres comme le droit coutumier, comme souffle de droit. Et c'est sur quoi beaucoup de juristes, beaucoup de techniciens pensent que c'est ce décret-là qui a inspiré la loi de 1998. En 1963, le grand Houphouët-Boigny, c'est-à-dire on ne parle pas de n'importe qui avait à la fois la légitimité historique, politique, il s'est attaqué aux terres coutumières. Il n'a pas marché. Il a pris le projet de loi en 1963. Et on va vous dire pourquoi ça n'a pas été appliqué. Où il dit dedans, la terre, autour du slogan, la terre appartient à celui qui l'exploite, qui la met en valeur. Donc, toutes les terres qui ne sont pas mises en valeur sont considérées comme vacantes sans mettre propriété de l'État. Les paysans disent, quand on a expliqué aux paysans, ils disent, d'accord, c'est pas grave. Rappelez-vous les anciens, moi je ne suis pas encore né. Mais toute la forêt s'est mise en feu. Les paysans ont mis le feu partout. Il faut demander, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit la côte va brûler. Il dit, président, nous on comprend aussi le droit. Hein? Tu dis que celui qui ne met pas sa terre en valeur, ça appartient à l'État. Nous là, pour cultiver, on brûle d'abord. Donc, ce que je brûle là, j'ai cultivé là-bas. Mais comment? Mais tout est. Tu m'as mis en valeur, mais tout est champ. Il dit oui, demain j'ai fait cacao là-bas, après j'ai fait gnam là-bas. Donc tout ça c'est pour moi. Oufoué a compris que les populations ne voulaient pas de sa loi. Il a fait retourner la loi à l'Assemblée pour une deuxième lecture, elle n'est jamais plus revenue. En 1963. Donc déjà en 1963, les gens ont vu clair. Et ils se sont opposés à qui? À Houphouët-Boigny, qui avait toute la légitimité. Et c'est avec ça que vous venez vous amuser ici comme ça. C'est avec ça que vous vous amusez. Ah oui, mais quand on ne connaît pas, il faut demander l'histoire d'un pays. Il faut demander l'histoire d'un pays, l'histoire des pays. Ça ne passera pas. Ça va enflammer le pays. Cette façon de faire là, ça va enflammer le pays. Ainsi, comme nous l'avons vu sur la dernière liste électorale provisoire, une femme peut avoir mis au monde 300 enfants par exemple. Certains électeurs peuvent même être nés dans les années 1800, puisqu'ils utilisent les actes de naissance de personnes décédées pour pouvoir se faire établir des documents ivoiriens d'identité, et ce, au vu et au su des autorités administratives qui leur délivrent ces documents. Tout d'abord, nous avons décelé que plus de 2 millions d'électeurs figurent sur la liste électorale de façon totalement irrégulière. Pour être plus précis, il faut rappeler que l'article 7 du Code électoral demande, exige que la liste électorale comprenne un certain nombre d'éléments qui permettent d'identifier l'électeur. Ces informations sont notamment le nom et le prénom de l'électeur, sa date et son lieu de naissance, mais aussi le nom et le prénom de ses parents, la date et lieu de naissance de ses parents, sans compter sa photographie, et puis il y a un certain nombre d'autres éléments. Mais c'est à partir de tous ces éléments que la CEI peut attribuer un numéro unique d'enregistrement. Nous a été souvent répété la notion du numéro unique d'enregistrement. Et ce numéro unique d'enregistrement qui est présenté par la CEI est censé permettre d'individualiser l'électeur. C'est-à-dire qu'on puisse, avec ce numéro, être sûr qu'il s'agit d'un seul et unique électeur. Et donc, il faut réunir un certain nombre d'informations pour pouvoir l'identifier. Parmi ces informations, comme je l'ai indiqué, il y a toute sa filiation, à savoir les noms, prénoms de ses parents, date et lieu de naissance de ses parents, etc. C'est pour toutes ces raisons que l'article 7 exige, l'article 7 du Code électoral exige que toutes ces informations soient réunies et figurent sur la liste électorale. Pour tous ceux qui ont pu vérifier, la présence de leur nom sur la liste électorale et qui donc se sont rendus dans les lieux de vote, vous avez pu voir effectivement que ces informations figurent en principe sur la liste électorale. L'objectif étant, comme je l'indiquais, de pouvoir individualiser chaque électeur et de savoir qui est bien inscrit sur la liste électorale et donc qui vote.
Cela est important car plus on est précis dans l'individualisation de l'électeur, et plus on évite la fraude. Malheureusement, notre analyse a permis de mettre en évidence que plus de 2 millions d'électeurs, et plus précisément 2 94 759 électeurs, ont pu s'inscrire sur la liste électorale en prétendant ignorer l'identité de leurs parents. Alors cela appelle une remarque. Comment un individu supposé être sain de corps et d'esprit, et qui est appelé à désigner en plus par le vote, de voter les personnalités les plus importantes d'une nation, peut-il ignorer des éléments essentiels de sa vie, à savoir l'identité de ses parents? Pour illustrer cette situation, c'est comme si tous les habitants de Yopougon disaient qu'ils ne savent pas qui était leur papa et qui est leur maman, qu'ils ignorent absolument tout, jusqu'au nom de leur papa et de leur maman. Est-ce que vraiment ça c'est crédible? Est-ce que vraiment ici en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de personnes peuvent prétendre ignorer l'identité et ou le lieu de naissance de leurs parents? Est-ce que ici en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de personnes peuvent dire « Ah, vraiment, elles ne savent pas qui sont leurs parents, elles n'ont pas les noms, pas les prénoms, elles ne savent même pas d'où leurs parents viennent ». Est-ce que c'est crédible? C'est pourtant ce que la CEI tente de nous faire croire avec cette liste électorale. La vente du pays aux étrangers a encore de beaux jours devant elle en Côte d'Ivoire à cause de la corruption endémique qui sévit dans le pays. De la première partie, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.